s'entendre et pour bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On se retrouve comme chaque mercredi pour votre rendez-vous du Café Presse Politique afin d'aborder l'actualité de la semaine. Pour en parler avec nous, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau Monsieur Youssef Tazib, dirigeant du Parti des Travailleurs. Merci d'être avec nous, monsieur. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci. Maître Nasreddin Lézard, avocat. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Avec nous également Malek Sadli, c'est un ex-dirigeant et parlementaire du FFS. Merci pour l'invitation, merci pour cette radio qui est restée parce que la voix des sans-voix, solidarité avec tous ces journalistes qui subissent la répression du Poil Fouet et surtout à notre ami Hassan Al-Qadi, qui fait objet de plusieurs procès. Bonne chance et bonne continuité à la radio. Merci à vous. Et Karim Kebir, journaliste. Bonsoir. Merci Karim. On se retrouve juste après l'édito de Sophie Harris, juste après. Historique, Maroc. Explosion de joie du roi et de ses sujets mardi après la qualification de leur équipe nationale en quart de finale du mondial aux dépens de l'Espagne. Alors qu'il y a quelques jours à peine, les rues de Rabat ont été témoins d'une importante manifestation, près de 3000 personnes. Une manifestation contre la vie chère, la répression politique et qui dénonce le despotisme et la corruption. La victoire de l'équipe marocaine, une trêve qui tombe à pic pour le gouvernement de Akhanouch. En Algérie, depuis mardi, la situation au niveau de la localité d'El Kharba Mila est explosive. Une dizaine de manifestants arrêtés, jugés et condamnés à des peines de prison ferme, et ce suite à une manifestation pacifique qui a été réprimée par les forces de l'ordre. L'admin de la page Mila Info a été condamné. Qu'en est-il du statut du lanceur d'alerte à l'heure du journaliste citoyen ? Reporters sans frontières, RSF, appelle les autorités à mettre un terme à l'harcèlement judiciaire du journaliste et directeur de la radio M, El Qadi Ihsan. Rappelons que Nabil Mellah, patron des laboratoires Marinal, est un des investisseurs justement de Radio M, condamné lui à 4 ans de prison ferme. Nabil Mellah serait-il victime de ses liens avec Radio M? Quelle est la répercussion de cette condamnation? Onde de choc sur le milieu des affaires déjà fébrile. Mais que peut faire encore l'opposition? Du côté du Front des forces socialistes FFS, c'est la guerre intestine. Un 6e congrès qui se tiendra demain dans un climat de scission, alors que le RCD, empêché de tenir son conseil national, estime qu'il est poussé à la clandestinité. Le Parti des travailleurs de l'iconique Louisa Hannoun, quant à lui, semble bien sage. Droit d'accès du citoyen à la justice constitutionnelle, une des priorités du président de la République. Un premier colloque international y est dédié. Une démarche louable. Mais alors, pourquoi la demande des avocats de Saïd Jebel Khair concernant l'inconstitutionnalité de la loi 144 bis s'est vu refuter l'accès à la Cour constitutionnelle? Pourquoi la Cour suprême a refusé de faire suivre sa demande à la Cour constitutionnelle? En somme, à quoi servirait ce genre de colloque? Quelle efficacité aura cette démarche? Décryptage, lecture avec le Café Presse Politique de Amira Bouraoui. Merci Sophie Harris. À l'occasion donc du premier anniversaire de la Cour constitutionnelle, le président de la République, via son conseiller et chargé des affaires juridiques, Boualem Boualem, déclare que la Cour constitutionnelle représente un rempart pour la démocratie et la stabilité du régime républicain au sein d'une Algérie attachée à la protection de la dignité de l'homme et la protection et la consécration du respect de ses droits. Notre pays œuvre constamment, je cite toujours le président de la République, au respect des chartes internationales et la défense des droits suprêmes, collectifs et individuels prévus par les différentes clauses onusiennes. Je vais commencer donc par avant de revenir vers Maître, l'homme de loi, Maître Nasreddin, Monsieur Tazib, qu'est-ce que vous inspire cette déclaration? Quelle déclaration? Du président de la République concernant la Cour constitutionnelle. Oui, non, avant, parce que je pensais à autre chose avant de répondre à cette question, par rapport à ce que je viens d'entendre. Vous voulez réagir à l'édito de Sophie Harris? Oui, Allez-y. tout à fait, parce que bon, c'est une classification un peu que je trouve bizarroïde, en classant les partis de sage ou de passage. Dans tous les cas, pour le Parti travailleur, c'est un parti
malheureusement, comme beaucoup de partis qui a eu à faire face à plusieurs tentatives de déstabilisation sur lesquelles je ne veux pas revenir. Mais dans tous les cas, c'est un parti qui est présent dans toutes les luttes, que ce soit sur les questions des libertés, de la liberté de la presse, des détenus politiques, dans les luttes sociales. Donc je ne comprends pas ce que ça veut dire sage. Après, bon, Voilà. la journaliste vous a peut-être un Voilà. petit peu taclé, mais il faut pas être susceptible. On revient donc à la Cour sur C'est pas une l'utilisation. question de susceptibilité, mais c'est une question d'objectivité. Donc je trouve qu'elle est elle a été subjective. Dans Et son votre, propos. et votre Voilà. message est passé. C'est Donc, on en revient à la Cour constitutionnelle et l'utilisation donc du citoyen. Non, je pense que le problème dans notre pays, je n'invente rien, tout le monde fait ce constat. C'est-à-dire qu'il y a une dichotomie entre les textes et l'application. Si on devait commencer par la question des autorisations, puisqu'on vient d'en parler, d'activités politiques pour les partis politiques ou les associations indépendantes, la Constitution de novembre 2020, nous avons adopté le système déclaratif, c'est-à-dire qu'il suffit de déclarer que j'ai l'intention d'organiser une marche, une activité organique au public. L'administration devrait assurer la sécurité et les bonnes conditions d'organisation de cette activité. Or, dans les faits, c'est le système qui est soumis à autorisation qui est fait. Donc, bien sûr, sur le plan du texte, c'est une avancée incontestable, le fait de permettre aux citoyens de recourir à la Cour constitutionnelle pour faire valoir ses droits, pour faire un recours, etc. Mais dans les faits, nous sommes dans un moment politique, justement, qui est en totale contradiction avec cette déclaration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la judiciarisation excessive des questions sociales, des questions politiques, dans la criminalisation de l'action, de l'opinion, de la conscience des citoyens, même si parfois on a vu ces derniers temps un processus de libération de détenus, mais qui est contredit par parfois des interpellations, des condamnations. Donc nous sommes vraiment à la croisée des chemins, parce que pour nous, au Parti des travailleurs, nous considérons que l'ouverture de la parenthèse qui a été ouverte en avril-mai 2019, elle n'est pas totalement refermée, la parenthèse répressive. Donc aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un parti qui est touché, c'est le multipartisme qui est remis en cause. À chaque fois qu'il y a un journaliste qui est malmené, qui est arrêté, ou emprisonné, ou interpellé, ou convoqué, c'est la presse qui est remise en cause. Nous assistons à une remise en cause parfois brutale des acquis d'octobre 88. Et nous pensons que la situation mondiale, les dangers qui guettent toutes les nations, tous les peuples, dictent plutôt l'apaisement et le retour à la normale. C'est-à-dire que les citoyens, les partis, les syndicats, les associations puissent activer librement, parce que c'est dans l'intérêt particulier de la population, mais aussi ça va dans l'intérêt de la nation, du pays. On va y venir. Malik Saadali, le président donc dit qu'il est conscient, il le déclare, qu'il est pleinement conscient de l'aspiration du peuple à une justice véritable. Est-ce que cette Cour constitutionnelle va faire avancer les choses? Moi, vous savez, le problème qui se pose effectivement, c'est comme les textes, les applications. La Constitution, toutes les constitutions nous ont offert des droits, les droits individuels et collectifs, تأسيس الأحزاب السياسية, الجمعيات, etc. ولكن المشكل هنا اللي طرح, le problème qui se pose, c'est qu'on vous renvoie à la loi, بعد القانون, والقانون تما وين يتغلق. إذن par exemple, تأسيس الأحزاب السياسية, c'est un droit qui est garanti par la Constitution. Allez-y, en tant qu'aujourd'hui, opposants, créer un parti politique. Les partis politiques existent. On les renvoie à la loi 12-4. La 12-4 تغلق على الأحزاب السياسية كلش بالزوتوريزاسيون. ومن بعد هم اللي كيجوجي يعطيوك لوتوريزاسيون باش دير النشاط ولا ما يعطيوش. Donc si tu es proche des tâches du pouvoir, si tu fais le service après-vente comme le font l'appareil نتاع الFFS نتاعنا, là on te donne les autorisations. Sinon يغلقوا عليك لأن القانون دروك يحاربوك بالقانون.
C'est ça le problème في الجزائر. Mais justement, cette cour est censée faire avancer les choses pour pouvoir remettre en cause des lois. Non, je ne crois pas. Moi, je ne crois jamais aux intentions du pouvoir. أنا نشوف في الواقع parce que le Hirak a été constitutionnalisé. En même temps, on voit les militants du Hirak en prison. عندك le droit de manifester qui est garanti. Mais تروح الحبس parce que تدير تجمهر غير مسلح. Vous avez le droit de réunion qui est garanti complètement dans la loi organique. Mais tu te réunis aujourd'hui. Même les partis politiques, je crois maintenant, il faut une autorisation pour se réunir dans son propre siège. C'est ce qu'ils ont fait au CD, c'est ce qu'ils ont fait au MDS. Donc moi, je ne crois pas aux intentions, c'est destiné à la consommation extérieure, parce que Respect de la charte mois de mars, la commission des droits de l'homme, parce qu'il y a un rapport qui doit maintenant rendre les réponses aux pays qu'ils ont directement. يقول لهم واش يقولوا في الخارج. يقول لهم عندنا الدستور au niveau des lois, effectivement on a progressé, mais c'est au niveau de la pratique. Donc utilise l'association des ligues des droits de l'homme, dénoncer ces violations, la répression. Nous sommes les années 90. Là, nous sommes dans une normalisation autoritaire et totalitaire. Donc, لازم حزب السياسي بالنسبة لهم الجمعيات les syndicats rentrent يدخلوا في الصف وإلا يتلغوا. Nous avons vu نلحقوا الأحزاب donc je vais vous citer tout ce qui malgré que la constitution leur a garanti un certain nombre de droits, mais sur le terrain le pouvoir ne s'accommode pas aujourd'hui d'une opposition et de contre-pouvoir. Voilà la réalité. Karim Kébir, est-ce que par rapport à l'article déjà 87 bis, est-ce qu'on pourrait espérer le remettre en question justement à travers cette cour constitutionnelle, parce que Saïd Jebel Khair a été condamné aussi sur la base de l'article 144 bis. On l'a contacté ce matin où on était justement parce qu'il avait déposé un dossier pour qu'il puisse aboutir justement pour prouver l'inconstitutionnalité de cet article-là. On l'a contacté ce matin, il nous a répondu que la Cour suprême avait refusé de transférer le dossier à la Cour constitutionnelle et qu'il a été renvoyé à la Cour d'Alger et il sera rejugé le 25 janvier. Donc à quoi ça sert de dire que c'est possible quand par la suite on voit que c'est refusé? De toutes les façons, depuis un moment quand même, même la Constitution, on a vu comment les conditions qui ont entouré en tout cas le référendum, c'est une constitution qui a été faite par un panel. Je rappelle d'ailleurs qu'il y avait à l'intérieur un bonhomme qui a démissionné parce que justement il avait fait état de beaucoup de choses qui ont été refusées. Mais c'est vrai effectivement, il y a des tentatives de se conformer, même formellement, soi-disant, à toutes les conventions qu'ils ont signées. Cette Cour constitutionnelle, pour ne pas dire de bêtises, je ne me rappelle pas exactement comment elle est désignée, mais je suppose qu'il a été écrit en tout cas, ou bien par les critiques des juristes, des hommes politiques et tout ça, il y a toujours la main de l'exécutif, puisque le président lui-même, il désigne des membres. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire la Cour constitutionnelle? Je crois que la crise de confiance, elle est tellement profonde qu'aujourd'hui, même vous faites les meilleures lois, ça ne passe pas aux yeux des Algériens. Parce que ce qui compte en vérité, ce sont les pratiques. Parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise loi, mais c'est plutôt la pratique sur le terrain. Et là-dessus, M. Saadli vient de le dire, on a vu toutes les contradictions. Et là, il ne s'encombre pas en tout cas de les violer chaque jour que Dieu fait dans beaucoup de domaines où ils ont violé les lois et qui ne respectent jamais. Donc, en définitive, ça ne suffit pas d'avoir une loi si on ne la respecte pas. Donc, en définitive, je suis tenté de dire que il ne sert à rien de commenter ce genre de texte. Okay. Je vous ai laissé en dernier, Maître Nasreddine Lézard, justement parce que c'est à l'homme de loi maintenant que je vais poser la question. Est-ce qu'un citoyen peut-il vraiment remettre en cause une loi considérée comme étant anticonstitutionnelle, et comment ça se fait sur le plan pratique? Oui. Alors, je vais vous répondre en tant qu'homme de loi, compte tenu de mes positions politiques que je me réserve, puisque c'est à ce titre-là
que vous m'avez fait l'amitié de m'inviter. Comment un homme... D'abord, je dois dire, j'avais une petite réflexion. Un texte ne vaut que par ce qu'il applique, et une structure, quelle qu'elle soit, de quelque nature qu'elle soit structure politique ou qu'elle soit structure juridique, ne vaut que par ceux qui la prennent en charge. Et je me pose la question, à la lecture de ces attributions, si la Cour constitutionnelle, qui s'est substituée au Conseil constitutionnel, est une structure politique ou juridique. Et je note là un grand point d'interrogation. On ne peut malheureusement pas s'étendre de cette question. Je note que, par exemple, parmi les attributions de la Cour constitutionnelle, il y a, en matière de contrôle, de régularité des consultations politiques nationales. Les consultations politiques nationales sont un acte éminemment politique qui ne peut pas réglementer. Et je ne vois pas, excusez-moi l'expression, je le dis comme ça, comment cette Cour, qui est une institution de nature, entre guillemets, juridique, peut s'immiscer dans ces questions-là. Est-ce qu'elle va servir de crédit ou de caution à des consultations politiques, ou est-ce qu'elle va éventuellement intervenir pour les remettre en cause, ou ça va être, si vous voulez, une sorte un autre quitus, un autre aval pour des décisions politiques. Et si on veut constituer un état de droit, il ne faut pas que la politique interfère dans le droit, mais il ne faut pas aussi que le droit interfère dans la politique. Il n'est pas souhaitable que la Cour constitutionnelle s'immisce dans ce genre de questions. Il est vrai qu'elle doit trancher le processus électoral, qu'elle doit se prononcer sur la constitutionnalité des textes, dans certaines conditions, avec certaines limites, mais elle devrait, à mon avis, être affranchie ou être épargnée d'avoir à évaluer des décisions politiques, parce qu'on est en train de pervertir son rôle et de la faire, en quelque sorte, c'est-à-dire de la transposer de son terrain naturel. Je me rappelle quand il avait eu le Conseil constitutionnel, c'était dans la première création, beaucoup avaient estimé, et ça a été vérifié un peu dans les faits, que en fait le Conseil constitutionnel n'était qu'une sorte de prolongement d'un pouvoir présidentiel, si vous voulez. C'est un organe présidentiel par lequel le président pouvait modifier les textes à caractère législatif. J'avais fait à l'époque, personnellement, un petit travail d'analyse en observant certaines décisions du Conseil constitutionnel. Il avait toujours répondu positivement lorsqu'il était saisi par le président de la République. Il n'avait pas été saisi par d'autres structures. Mais le fait, cette réponse positive automatique aux décisions, aux saisines du président de la République, a confirmé un peu cette réputation. La Cour constitutionnelle, maintenant je vais revenir à une question qui intéresse, sur laquelle focaliser sur l'objet de cette séance, c'est la possibilité pour le citoyen d'intervenir dans la Cour plutôt de saisir la Cour constitutionnelle. D'abord, on ne peut pas lui demander ce qu'elle ne peut pas faire. Elle a un pouvoir limité, elle n'assure pas le respect des libertés. Ce n'est pas son rôle, on n'a pas le droit de le lui demander. Elle se limite à évaluer la constitutionnalité ou la conformité de la constitutionnalité des textes. Et son rôle est, à ce moment-là, assez circonscrit. Comment elle peut être saisie, bien sûr, par le président de la République, par le chef du gouvernement, mais comment elle peut être saisie par un citoyen? Elle ne peut pas être saisie comme ça, ex nihilo. Bonjour, je dénonce l'inconstitutionnalité de tel texte. C'est à l'occasion d'un procès devant une juridiction déterminée, soit au pénal, soit au civil, soit devant la juridiction criminelle, que le citoyen peut contester la constitutionnalité d'une disposition législative existante en invoquant sa non-conformité à la Constitution. Le citoyen ne peut pas, et il est assez normal qu'il faut qu'il y ait quand même des filtres. On ne peut pas, à mon avis, et l'opportunité avait été discutée lorsque même en Europe, on avait décidé d'ouvrir la porte du Conseil constitutionnel aux citoyens. On avait quand même mis des gardes, c'est-à-dire un certain filtre. Donc, pour saisir le Conseil constitutionnel, c'est à l'occasion d'un procès, et l'autorité, la juridiction devant laquelle cette exception d'inconstitutionnalité est soulevée transmet le dossier à la Cour suprême. La Cour suprême a le droit de refuser de transmettre sur le plan formel. Est-ce qu'on doit faire une saisine automatique? C'est un débat. C'est un débat
peut-être pour ou contre. Je voudrais juste, je termine par là, donner une idée sur les décisions qui ont. Moi, à mon avis, c'est une avancée. C'est une avancée. En 2021, il y a eu 3 décisions qui ont été rendues par le Conseil, par la Cour constitutionnelle. En 2022, on en a eu 29. Mais c'est une question de statistique, il faut relativiser. Je n'ai pas trouvé une décision de la Cour constitutionnelle qui a répondu favorablement à une exception d'inconstitutionnalité. Il se pourrait qu'il y en ait, je parle par précaution, parce que j'ai été invité à cette émission il y a quelques heures, donc je n'ai pas eu l'occasion de vérifier toutes les décisions, mais il y a eu la première décision, elle a été première saisine, était faite par les avocats pour la protection de leur profession et d'autres décisions pour contester certaines dispositions législatives. Ok. Youssef Tazib, est-ce que le PT a déjà saisi cette cour? Non, on l'a pas saisi, mais c'est un sujet très intéressant. Bien sûr qu'il y a un problème politique fondamental qui est posé, c'est-à-dire qu'on parle de la Constitution, on parle de la Cour constitution qui sont intervenus après le processus révolutionnaire dans lequel des millions d'Algériens voulaient exercer leur souveraineté, voulaient reprendre en main leur destin et que tous ces textes-là n'ont pas bénéficié de la discussion qu'il faut, de l'implication des partis, des citoyens sur tout le sujet. Mais j'allais dire, on n'est pas partisan de tout ou rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une avancée sur le plan social, politique, juridique, on dit pas, on n'a pas besoin. Je viens d'écouter avec intérêt le juriste en train de dire qu'il y a eu des choses positives. Moi, je me rappelle, sur la question de l'inconstitutionnalité des lois, c'est un sujet important sur lequel on s'est battu au Parti des travailleurs, notamment sur la loi sur les hydrocarbures, votée en 2005 par la loi Chakib Khalil, qui était anticonstitutionnelle. C'est le code de la famille qui n'est pas conforme à la Constitution, qui interdit toute forme de discrimination. Donc je pense que c'est un créneau que peuvent utiliser les juristes, les partis, les citoyens, les associations pour défendre leurs droits. Mais en même temps, on est raisonnable. On sait que nous sommes dans un système qui n'est pas démocratique. Ils vont mettre beaucoup d'embûches. Maintenant, par exemple, on s'est battu il y a quelques années de cela sur la possibilité pour les citoyens de proposer des lois, y compris 500 000, 200 000 citoyens peuvent proposer quelque chose. Mais là, je ne dis pas on est en train de rêver, mais et en même temps, la politique, c'est aussi l'aspiration. Bien sûr, on veut que... Parce que c'est vrai ce que vient de dire monsieur Lézard, c'est vrai que nous sommes dans un système hyper présidentialiste, c'est-à-dire que c'est l'exécutif qui domine toutes les autres institutions et c'est la raison pour laquelle il y a aussi tous les problèmes, le fait qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contre-pouvoir, il y a les dérapages, il y a les dérives, etc. parce que il n'y a pas le jeu des institutions, il n'y a pas de la presse, on l'appelle bien le quatrième pouvoir, mais qu'est-ce qui reste de la liberté de la presse? Donc les partis, les associations, c'est pour ça que à chaque fois nous tirons la sonnette d'alarme, parce que pour l'avenir de notre pays, pour aller de l'avant, la démocratie, elle est essentielle. Et d'ailleurs, lorsque j'ai écouté tout à l'heure M. Sadali parler des rendez-vous qui attendent le gouvernement sur le plan international, sur la question des droits de l'homme, nous savons que la solution ne peut pas venir de l'extérieur, ni de l'ONU, ni de qui que ce soit. Au contraire, ce sont des questions qui sont utilisées pour faire un chantage sur les gouvernements. Donc c'est pour ça que nous nous battons à l'intérieur de notre pays pour qu'il y ait la démocratie, mais en même temps nous disons attention parce que c'est une question, c'est une arme à double tranchant. Moi j'étais écœuré la dernière fois lorsque monsieur le ministre de la Justice qui était interrogé par les représentants des pays dans la Commission des droits de l'homme, le représentant de l'État fasciste sioniste qui était là en train de poser des questions aux représentants du gouvernement algérien sur la question des libertés. Donc un État terroriste qui assassine, qui viole, qui tue. C'est-à-dire que le gouvernement se met dans des situations intenables avec ça. Vous avez parlé de l'article 87 bis. C'est un article qui doit être abrogé. Il a été adopté lors
dans une situation exceptionnelle. Fait Covid, mais c'est un article liberticide qui ouvre la voie à des dérapages. Nous avons assisté à pratiquement à tous les procès dans lesquels des citoyens ont été poursuivis. Et il y en a encore derrière les barreaux des centaines de citoyens. Notamment demain d'ailleurs, le groupe Hammou Boumdine de RPK. Il y a Nekez aussi qui se fait juger demain. Nous souhaitons, nous exigeons, nous demandons, nous attendons à ce que le dossier des détenus politiques et d'opinion soit refermé rapidement. Parce que comment on peut accuser quelqu'un pour ses opinions et lui coller l'étiquette infâme de terrorisme? Donc il faut vraiment finir avec ça parce que ce n'est dans le bien de personne. La démocratie, elle porte des coups mortels, mais aussi l'image du pays à l'extérieur, elle est écorchée. Face aux défis, Malek Sadli, face aux défis induits, c'est ce que dit le président, par les mutations politiques et économiques et par les transformations sociales et de valeurs et la conscience des peuples de leurs droits politiques, civiques, socio-économiques et culturels. C'est dans ce siège-là que cette Cour constitutionnelle arrive. Est-ce que le FFS est déjà allé vers cette Cour? Non, premièrement, moi je m'exprime sur l'ONU. Je suis en désaccord avec M. Dazib parce que l'Algérie a des obligations internationales. Donc, quand vous signez des conventions, des traités, au niveau avec l'ONU, vous êtes obligé de les respecter. Ce qui est valable, excusez-moi, ce qui est valable pour l'Algérie est valable, pour qu'il n'y ait pas un malentendu. C'est pour dire que l'ONU, c'est oui, on sait bien, on connaît ce que c'est que l'ONU, donc bien sûr, du concert des nations à l'ONU, donc rien n'a changé. Mais c'est un rapport périodique qui est présenté par tous les pays du monde. Donc l'Algérie aussi a le droit de demander à Israël de justifier, de défendre les Palestiniens, le droit des Palestiniens au Maroc, etc., tous les pays du monde. Donc, eux, ils utilisent leur diplomatie sur un plan international, et nous aussi, on peut actionner ces leviers. Bien sûr, moi, je ne peux pas être un pion ni d'un clan du pouvoir, ni des forces étrangères. Moi, je suis un nationaliste algérien, je me bats pour mon pays. Et le fait qu'on se bat ici en Algérie pour les libertés individuelles et collectives, c'est-à-dire on aspire à une démocratie en Algérie. La démocratie, le suffrage d'usure, c'est la souveraineté populaire. Moi, je crois que le seul rempart contre ces interventions étrangères pour défendre l'intérêt de l'Algérie, c'est la souveraineté du peuple algérien. Nous l'avons prouvé, alhamdoulilah. Nous avons refusé à ce que les forces étrangères interviennent dans le débat algérien, les prises de décision. Nous avons dénoncé le président Ben Salah provisoire quand il a dit à Poutine, ne vous inquiétez pas, nous avons le contrôle de la situation. Voilà, donc c'est eux qui appellent à l'intervention étrangère. C'est par ces comportements, par ce qui se passe en Algérie. Mais je suis désolé ici de le dire, que c'est ces organisations internationales de l'ONU qui défendent les libertés individuelles, qui disent à nos pouvoirs, nous sommes des Algériens, nous avons un pouvoir, qui sont aussi des Algériens, qui disent, ne torturez pas vos enfants, ne kidnappez pas vos enfants. Voilà ce qui me fait mal. Parce que moi, je me dépasse que mon pouvoir ne torture pas les Algériens, ne les kidnappe pas, ne les réprime pas, ne les humilie pas. Voilà, c'est pratique qui font effectivement intervenir les forces étrangères. Bien sûr, en connaissant les intentions de certaines forces organisations, chacun défend ses intérêts. Donc voilà, c'est à nous de défendre les intérêts de l'Algérie. Donc quand un pouvoir n'a pas une légitimité populaire, il n'a pas cette force de défendre son pays. Il est obligé d'avoir des alliances, même de certaines forces. On a vu les lois sur les hydrocarbures, c'est pas uniquement de Chakib Khalil. Bien avant, ils ont commencé, quand on dit à la peine, sur le débat sur la loi des hydrocarbures, 97, quand on était là-bas, en 2002, ils ont bien tenté, effectivement, de vendre ces ressources naturelles. On s'est opposé, faisait le PT à l'époque, donc, à cette loi. Karim Kébien, je pose la question aux journalistes qui a l'habitude de couvrir donc les activités des partis politiques, parce qu'on passe aux partis politiques. Est-ce qu'ils ont encore la capacité d'exercer leur job de parti politique? Le constat du RCD a été très amer, très amer lors de la deuxième le 2 et 3 décembre dernier pour sa deuxième session ordinaire. Donc, il déclare, le RCD, un autoritarisme débridé, une fuite en avant érigée en mode de gouvernance, une instrumentation sans limite de l'appareil judiciaire, sécuritaire et de propagande. Il n'y a pas que le RCD qui a souffert. Il y a l'UCP de Madame Assoul qui a été menacé, qu'on lui retire son agrément. Il y a le PST. Il y a le PST. Il y a avant le PT aussi.
y avait fait, des qui ont tentatives de qui hold-up, souffrent de de coup d'État présidents de pour le parti aussi, parti. Ftih Arras, président du MDS et Karim Tabou qui ont été Emprisonné. emprisonnés, oui. Oui, mais vous avez tout décrit finalement, donc je n'ai plus de réponse. C'est déjà ce constat traduit justement la situation dans laquelle vivent les partis politiques. En fait, il n'y a plus de vie politique. Il y a un pouvoir et c'est tout. Tout le reste, c'est le désert. Mais ce n'est pas faute des partis politiques parce qu'ils ne veulent pas exercer du tout. Mais tous les canaux d'expression sont fermés. Regardez l'état de la presse. On le disait avant l'émission, il y a des partis qui essayent de porter leur voix, mais elle n'est même pas relayée par les médias parce qu'ils sont tous inféodés actuellement. Et en tout cas, une bonne partie parmi eux est inféodée au pouvoir parce qu'ils ont peur. Mais ils ont peur. Bon, il y a certains, c'est par clientélisme parce qu'ils ont décidé, ils ont fait le choix de soutenir les orientations du pouvoir parce qu'en contrepartie, ils reçoivent de la publicité. Mais il y a d'autres, ils ne le font pas parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont peur des représailles. Donc, que peut faire un parti politique quand il ne peut même pas au niveau, c'est-à-dire des activités organiques qui sont, c'est des partis légaux. Et, pour la plupart, ils ont plus de 30 ans d'existence. Ils ont participé à des élections, ils ont fait des meetings il y a quelques années, mais maintenant tout est fermé pour eux. Quand vous interdisez à un parti d'organiser son université d'été, qu'est-ce que ça signifie? C'est parce qu'on évite, on ne veut pas qu'il y ait ce débat. On ne veut pas que les Algériens discutent entre eux, qu'ils échangent, qu'ils parlent de cette crise, qu'ils essayent de donner leur point de vue, leur opinion sur les perspectives de ce pays. Est-ce qu'on leur fait payer leur proximité avec le Hirak, car ils étaient présents dans le mouvement populaire? Certainement, mais je ne pense pas seulement. Moi, ce qui me fait peur, en tout cas, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau du pouvoir, il y a une forme de culture qui est complètement désuète. C'est-à-dire, nous avons un personnel dirigeant qui est en complet déphasage avec le pays. Au moment où l'Algérie a changé, il y a une nouvelle génération, il y a beaucoup qui ont, notamment avec la révolution numérique, c'est-à-dire il y a toute une société qui a évolué, mais en parallèle, nous avons une classe dirigeante qui est encore coincée, son horloge Dans la est encore pensée des années coincée 70. dans les années 70. Il n'arrive pas à concevoir que les Algériens peuvent s'organiser librement, que les Algériens peuvent échanger librement dans un cadre démocratique, dans un cadre pacifique, et le Hirak justement l'a montré. Malheureusement, c'est ça le problème fondamental. Mais est-ce que jusqu'à quand ils vont tenir comme ça, là c'est la grande question. C'est la grande question. Tazipt, est-ce que le PT est encore un parti d'opposition? Je pense que la question ne se pose même pas. À partir du moment où tous ceux qui suivent l'actualité politique connaissent les positions du Parti des travailleurs, que ce soit sur les questions politiques, démocratiques, mais surtout aussi sur les questions socio-économiques. Parce que malheureusement, c'est toujours le cas, c'est un duo. Lorsqu'il y a une régression sur le plan des libertés, et ça s'accompagne toujours par une régression sur le plan socio-économique, parce que les atteintes à la démocratie tout court, c'est-à-dire à la liberté d'organisation, à la liberté d'opinion, à la liberté de conscience, au multipartisme, aux syndicats, au mouvement associatif libre, c'est une réalité. Je n'invente rien en disant ça. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train d'assister à une cocotte minute sociale et politique. On ne veut pas parler des sujets qui fâchent, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un phénomène dramatique dans notre pays, c'est la harga, donc l'immigration illégale, des gens qui s'aventurent en mer, en famille, des jeunes, parfois des femmes enceintes, mais il n'y a aucun média qui parle de ça. Il y a des luttes quotidiennes de syndicats. Mais dans vous, les en tant wilayas. que cadre dirigeant du Parti des travailleurs, est-ce que vous estimez que le parti arrive à exercer son job de parti Non. normalement? C'est-à-dire, est-ce que... Monsieur, notre ami Karim Kibir a raison de le dire. Il ne peut pas y avoir de multipartisme sans liberté de presse, parce que c'est intimement lié. Les citoyens, pour qu'ils
puisse avoir une idée, pour suivre le débat politique, les avis des uns et des autres. Il a besoin de support, il a besoin de voir. Et les tribunes, elles sont... on n'a jamais vécu la fermeture du champ politique. Mais dans la presse, on fait de l'opposition et de la résistance aussi. Oui, bien sûr, mais malheureusement, les télés, les radios publiques et parfois même privées, on est interdit de fait, parce que ça fait maintenant, je sais bien combien de temps qu'on n'est pas invité dans les chaînes publiques et privées, parce que il y a une volonté de caporalisation, une volonté de fermer, d'asphyxier la société. C'est pour ça que j'ai parlé de cocotte minute, parce que là, il y a une accumulation dangereuse des problèmes. Lorsque les gens n'arrivent plus à s'exprimer, à exprimer leurs aspirations, leurs revendications, j'allais dire leur doléances, lorsqu'ils ne peuvent plus exprimer leurs réflexions, on peut vivre des situations, l'étincelle, personne ne peut savoir d'où est-ce qu'elle peut partir. C'est pour ça que je dis, c'est une situation pour nous inquiétante au Parti des travailleurs. Elle est inquiétante parce qu'elle n'est pas justifiée, injustifiable, elle n'est pas acceptable, elle est inacceptable. Nous sommes, des millions d'Algériens sont sortis le 22 février 2019 pour en finir avec les pratiques, avec le système de parti unique, même s'il y a un multipartisme de façade, avec l'hégémonie des groupes oligarchiques, avec la gabidji, avec le pillage, avec la corruption, avec les affaires, parce que il y avait d'un côté deux Algériens qui se construisaient, une Algérie d'une infime partie qui s'enrichissait aux yeux de tout le monde, et en même temps une grande partie, l'immense majorité de la population qui s'appauvrissait. Aujourd'hui, le chômage, c'est une bombe à retardement. Nous avons 300 000 jeunes diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année, 250 000 universitaires, 50 000 à peu près de la formation professionnelle, mais la loi de finances 2023, elle prévoit 59 000 postes d'emploi. J'allais dire, c'est une goutte dans l'océan. Le pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui étrangle la population. Il n'y a eu pratiquement pas de débat concernant la loi de finances. C'était malheureusement, un parlement vide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les préoccupations des citoyens et la politique du gouvernement, on dirait qu'il y a deux mondes qui vivent en parallèle, qui ne se voient pas, etc. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons... Rien ne justifie ça. J'allais dire, je ne suis pas un économiste, mais tous les voyants sont au vert sur le plan macroéconomique. Nous avons 60 milliards de dollars de réserves de change. Nous avons une balance commerciale positive, ce qui ne nous est pas arrivé depuis 2015, 17,7 milliards de dollars. Nous avons des crédits de paiement de 11,7 milliards. C'est grâce à l'augmentation des prix des hydrocarbures. Oui, mais malheureusement, sur le terrain, on continue la même chose. On donne aux riches et on appauvrit la population. Donc c'est une situation intenable. Nous, sincèrement, nous avons peur pour notre pays parce qu'il y a de la casse, il y a beaucoup de casse. La caisse de sécurité sociale, elle est déficitaire alors qu'elle ne devrait pas l'être parce que c'est le problème, il n'y a pas de création d'emplois. La CNR, elle est déficitaire. La CNAS, on lui demande de payer le système de santé, 122 milliards de dinars qui sont souterrés à la CNAS. C'est-à-dire que nous avons tous les secteurs souffrent. On a eu la rentrée la plus chaotique, la rentrée scolaire, avec la surcharge des classes, l'absence de cantine scolaire, des enseignants qui sont pauvres. Avec 50 000 dinars, qu'est-ce que tu peux faire avec 50 000 dinars? Des médecins, la même chose. Avec une inflation galopante. Des hôpitaux qui sont transformés en mouroirs. C'est-à-dire que les demandes, elles sont connues de tous, parce que les syndicats l'ont exprimé. Ils demandent de l'augmentation. Après, il n'y a pas de création de richesse, hein, c'est une richesse factice. Le problème, justement, madame, la croissance, c'est la consommation. Lorsque les gens n'arrivent plus à consommer, lorsque les gens n'arrivent plus à acheter, parce qu'ils ont un pouvoir d'achat qui est laminé, comment on peut construire une économie pareil? Et en même temps, les entreprises publiques et privées, nationales, elles sont en train d'agoniser, parce qu'il n'y a pas un plan de reconstruction, de réindustrialisation. Et des plans de relance. Maître Nasreddine Lézard, on voit des partis politiques en souffrance qui n'arrivent pas à exercer leur métier. Est-ce qu'il n'y a pas des procédures
de justice qui pourrait justement les rendre un petit peu plus libres? Procédure de justice, je ne crois pas en l'état actuel de la législation. Et il se trouve que le pouvoir en place s'est doté, depuis toujours en fait, quand je dis le pouvoir, c'est l'Air Bouteflika, l'Air Tebboune, s'est doté de la législation dont il a besoin pour régner Juste arranger le oui, micro. c'est Dans le doté de micro. la législation dont il a besoin pour régner comme il le veut sur les libertés. On ne peut pas dire qu'il agit illégalement. Non, il est en train de respecter la loi, mais la loi qui est la sienne, c'est-à-dire de régenter, d'autoriser, de le régime de l'autorisation, etc., etc. Donc, ceci dit, saisir la justice, dans les situations actuelles, il n'y a pas de, me semble pas que la justice puisse faire quelque chose. Pourtant, c'est garanti par la loi. Oui, c'est garanti par la loi. Le Dans droit cadre- d'organisation, oui, le c'est- droit, oui, le droit des partis politiques. Vous savez, en général. c'est toujours ça. Hein, la législation, la rédaction, pardon, des textes législatifs, des libertés, même les instruments des droits de l'homme, il ne faut pas qu'on se fie, les pactes civils et politiques disposent que la liberté est garantie dans le cadre, dans le respect de la loi. Et c'est la loi qui va poser des limites à l'exercice de ces libertés. Moi, j'ai été interpellé parce que vient de dire M. Tazib, si vous, je ne sais pas, vous ne m'avez pas invité uniquement pour parler de la Cour constitutionnelle, parler de problèmes économiques. Et la situation, il est vrai, elle est tragique. Il se trouve que le nouveau gouvernement, enfin, la présidence Tebboune a été dominée depuis le début par des débats sur les libertés. On a toujours discuté des débats sur les libertés, des avancées sur les libertés, mais on a complètement obnubilé le problème économique. M. Tazib vient de dire, si les citoyens ne consomment pas, on ne peut pas relancer l'économie. Je ne suis pas d'accord avec cette position. On ne peut pas booster l'économie, parce que c'est là que s'oriente le gouvernement Tebboune actuellement, qui parle d'augmentation des salaires. En augmentant les salaires, en augmentant les salaires dans des conditions d'absence de relance de l'investissement, c'est le recours à la planche à billets, c'est encore l'inflation galopante, et on peut arriver à des situations tragiques où c'est arrivé dans certains pays où de grosses sommes. Mais s'il y a une volonté, rien ne peut empêcher d'accompagner cette augmentation de salaire par vos préoccupations Écoutez, oui. sur l'inflation et sur Oui, l'investissement. non, C'est un tout, je suis d'accord, c'est un tout. Non, il y a deux démarches possibles. Oui. Soit il y a un gel des prix et une Oui, augmentation. tout à fait. Attendez. Vous pouvez arranger votre micro, Oui, s'il vous attendez, plaît. oui, allez-y. oui. Soit il y a un, et je crois qu'il faut choisir entre les deux. Oui. On ne peut pas faire l'un et l'autre. Soit il y a un gel des prix et une relance de l'investissement. Soit on a essayé de booster, c'est ce qu'on a toujours fait d'ailleurs depuis toujours en fait. Hein. On a essayé de booster la production en boostant la consommation. Et là, c'est la philosophie, enfin, c'est la stratégie de la rente. On va multiplier les salaires, les augmenter. Je me demande comment on va le faire. Et pour pousser, si vous voulez, les entreprises à produire. Or, les entreprises ne produisent pas. Et là, c'est un problème structurel, c'est un problème de management, c'est un problème de texte sur l'investissement. On n'a pas encore fait le bilan de cette nouvelle loi sur l'investissement. Si vous permettez, 30 secondes. 30 secondes, voilà. 30 secondes, allez-y. Non, ensuite, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Lazare. Parce que le problème dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Donc, il n'y a pas de. Les prix sont libres, donc l'État n'intervient pas pour geler les prix, etc. Donc, c'est un tout. Je voudrais revenir sur autre chose après. Parce que tout le problème dans notre pays, c'est la Cour des comptes qui le dit, c'est pas le Parti des travailleurs, c'est une C'est institution un thème de l'État. Il n'y a pas on d'égalité s'éloigne un devant peu. l'impôt. Nous avons beaucoup d'argent. On aura et, peut-être l'occasion voilà. d'avoir ça comme thème. Je reviens au FFS et je vous pose la même question que j'ai posée à Monsieur Tazib. Est-ce que le FFS d'aujourd'hui est toujours un parti d'opposition? Effectivement, parce que je vais parler de la situation, effectivement. Moi, je m'étonne que certains s'étonnent de la réaction du pouvoir aujourd'hui. Le pouvoir a été toujours fidèle à sa nature, autoritaire et totalitaire, depuis 62. Je vais vous citer des exemples. En 62, on a bien mis en prison des maquisards, on a kidnappé, y compris Boudiaf, Allah yarhamou. Donc le pouvoir, quand il est acculé dans une situation de crise, ou quand il est face à une contestation populaire, il recourt toujours aux mêmes moyens, la répression et la violence. Donc nous avons vu en 62, nous avons vu la création du F-163, il a envoyé des chars pour réprimer donc, la création d'un parti politique, 3000 prisonniers, des gens torturés, la plupart des maquisards. Nous avons vu aussi en 1980,
quand l'université a fait une déclaration pour l'intégration de Tamazight dans l'identité nationale, bien envoyé les CNS. En 88, c'est terminé dans un bain de sang. En 2001, en Kabylie. Et là, en 2019, 2022, c'est toujours les mêmes méthodes. Donc, le pouvoir est fidèle donc, à sa nature quand il est face à la contestation populaire. Maintenant, moi, je ne m'étonne pas donc, de la question du pouvoir. Par contre, au niveau des lois, c'est toujours la 12-4 qui réagit l'activité des partis politiques et des associations. Cette loi n'est pas née d'aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé au FS, j'étais dirigeant quand il y avait la 12-4. Et on a pu organiser des meetings. On a organisé 3 marches dans un mois sur Alger. Donc, on ne nous a pas interdit. Mais aujourd'hui, moi, je vous cite ce qui se passe parce que je vais vous faire un constat exhaustif rapidement. Vous savez, vous avez l'UCP. Donc, parce qu'on classe maintenant les partis politiques de registre. Vous avez les partis qui sont normalisés, qui sont en voie de normalisation. Donc, ceux-là, on leur accepte toutes leurs demandes, on les laisse d'activer, et les partis qui refusent. L'UCP, donc, parce que le ministre de l'Intérieur, dans la loi du 12-4, effectivement, lui donne le pouvoir de geler l'activité des partis politiques ou de demander la suspension provisoire. Pour l'UCP, donc, il y a une attente, il est gelé. Donc, vous avez une suspension provisoire et l'attente, donc, un jugement dans le fond. Pour le PST, suspension provisoire. Une suspension provisoire, c'est cesser les activités et la fermeture du locaux. La loi organique du 12-4. Vous avez les RCD, qu'on a interdit l'université déjà d'été, et puis même les réunions à l'intérieur de son siège. On a mis la réunion non autorisée. C'est-à-dire maintenant, même à l'intérieur des sièges des partis politiques, il faut avoir une autorisation. Nous avons vécu ça en 1994, sous l'époque de Reda Malik. Au FFS, on avait reçu ça même dans le FFS d'aujourd'hui est-il Non, je vais arriver, effectivement. Oui, non, parce qu'on doit passer au thème suivant. Oui, vous savez, Rachid Nkaz, président d'un parti qui est envoyé, Raras, les associations Arrage, SOS, l'écologie, etc. Maintenant, c'est ça que je vous dis, parce que je vais rentrer par cette fenêtre-là. Oui. Est-ce que le FFS aujourd'hui est toujours le même FFS ou non? Non, dommage de vous le dire que le FFS ne subit pas cette répression. Le FFS a des autorisations pour les salles, y compris pour la salle Maestra, il a organisé un meeting au plein d'Alger. Le FFS a des autorisations pour les hôtels. Et pourtant, si le FFS, qui est en violation de la loi organique, 9 ans, il n'a pas organisé son congrès au lieu de 4 ans, un compte bancaire bloqué, donc on dépose de l'argent en dehors du compte bancaire, il devient aujourd'hui donc une agence qui assure les services après-vente dans des déclarations de bonnes, et vous l'avez bien vu sur le sommet arabe ici en Algérie. Et Malek Sadli, donc vous avez écrit une déclaration qui va paraître demain. Alors, voilà, je ne l'ai pas écrit, nous sommes des cadres des militants du parti. Plusieurs signataires. Nous sommes à la 4e déclaration politique, nous on s'est dans les batailles organiques. On pourra la trouver sur Radio Effectivement, demain, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la ligne politique du parti. Nous avons donc essayé de faire réagir cette base qui a déjà réagi, mais ne trouvait pas un cadre pour réagir. Nous avons donc rédigé une déclaration pour s'opposer à la normalisation, à l'officialisation de la normalisation du FS de son congrès, signée par des fédérations de l'Est, de l'Ouest, de l'intérieur, du centre. Et vous pourrez trouver cette déclaration sur Radio Exactement, demain. Je me tourne vers Maître Nasser. Non, je termine, effectivement. Parlons d'un grand hommage. On ne peut pas. Non, parlons d'un grand hommage à ces militants-là du FS qui subissent la répression parce qu'ils continuent de s'opposer à cette normalisation. Il faut savoir, quand on vous arrête au commissariat, on vous dit que vous n'êtes pas militant du FFS. Ils m'ont demandé, moi, la carte du FFS. Donc, ils s'ingèrent. Donc, ce que là, je demande, est-ce que la police politique lève le himaya هذا الأحزاب, et je demande aussi la démocratisation des partis politiques comme l'a fait Sid Hussein aux années 90. Le message est passé. D'ailleurs, c'est bientôt, les hommages seront rendus à Feu Aït Ahmed. C'est bientôt l'anniversaire de sa disparition. On passe à Mila. Donc, ce sont des manifestants qui ont estimé que le relogement et le dédommagement dont ils ont bénéficié n'ont pas été à la hauteur de leur attente suite à une menace de démolition. Ça a entraîné des manifestations à Mila. Beaucoup de médias n'en ont pas parlé, juste quelques-uns. Il y a eu 11 personnes qui ont été arrêtées suite à ces manifestations, dont un lanceur d'alerte, qui rappelle d'ailleurs le cas de Zaki. C'est un lanceur d'alerte qui a été condamné à 1 an de prison le 30 novembre dernier. Vous êtes de Mila vous-même. Parlez-nous de ce qui se passe là-bas.
Oui, sauf que je n'ai pas vécu les événements là-bas, mais enfin, j'ai le recul nécessaire. Il se trouve que c'est une zone, cette zone qui a été, qui est menacée, qui suite à un séisme assez violent qui s'est déclenché, qui a eu lieu il y a, me semble-t-il, quelques années, a commencé à présenter certaines fissures. Et c'est une zone où il y a eu, c'est-à-dire beaucoup de constructions illicites. Quand je dis illicites, c'est-à-dire sans vente, sans acte de propriété, sans viabilisation, sans aménagement et aussi sans permis de construire. Et donc, sans étude de sol. Le sol n'était pas approprié, donc ce sont des personnes qui, suite à des ventes de cessions immobilières sous sein privé, se sont trouvées sur une zone qui, non pas, je ne dirais pas non constructible parce qu'il n'y a pas de terrain non constructible, mais qui, du fait qu'il n'y a pas eu de permis de construire et semble-t-il pas de plan architecturaux validé, ont construit en dehors des normes de sécurité. Et suite à ce, je veux dire, suite au comment dire, dernier séisme, ça s'est déclenché, ça a commencé à se fissurer et il y a eu des zones aussi donc qui étaient menacées. Semble-t-il qu'ils ont été menacées, mais peut-être, là je donne mon avis, qui pourraient même menacer un peu les zones environnantes. Les demandes, il ne faut pas, à mon avis, dans des conditions assez particulières, verser dans ce que j'appellerais les positions démagogiques ou populistes. Lorsqu'on construit un terrain, c'est-à-dire une construction sur 3 étages et qu'on vous donne un F3 ou un F5, il est normal que vous considérez que vous êtes lésé. Mais sur le plan de la légalité ou de la légitimité de la revendication, est-ce que cela peut être soutenu? On ne peut pas construire sans permis de construire dans des conditions qui ne sont pas, me semble-t-il, qui n'assurent pas la sécurité nécessaire, et demander à l'État de vous indemniser. L'État n'est pas responsable de ces indemnisations. Il est responsable du relogement de ces personnes. Ça, oui, c'est une revendication qui me semble tout à fait légitime, mais la demande de réparation ou d'indemnisation ne me semble pas être fondée sur comment dire, sur une question de droit ou sur une question D'ailleurs, éthique le ou Wali consacre une enveloppe de 14 milliards au profit des habitants justement d'El Kharba. Karim Kebir, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir vers des manifestations justement beaucoup plus localisées? Avant, c'était des revendications politiques à l'occasion d'un hirak populaire où des millions d'Algériens sont sortis sur tout le territoire. On revient pas maintenant à, comme à l'époque de Bouteflika, ce sont des revendications localisées et qu'on essaye ou de tuer dans l'œuf ou de sanctionner les têtes telles que ce lanceur d'alerte qui tient la page Mila Info. Moi, j'ai en mémoire une citation de Kennedy qui dit quand quelque chose comme ça, quand on s'oppose, quand on rend une révolution pacifique impossible, on rend une révolution violente inévitable. Inévitable. La violence, justement, peut survenir à travers la fermeture de tous les canaux de médiation. Quand vous fermez, vous empêchez les partis politiques d'exercer, quand vous empêchez le mouvement associatif de s'organiser, quand les acteurs, ceux qui sont les plus influents, de discuter librement et d'échanger, forcément, un beau jour, M. Taïzip l'a dit tout à l'heure, c'est une cocotte minute. À un moment donné, ça risque d'exploser. Bon, moi, je peux pas dire pour le moment, est-ce qu'on est dans la même situation à l'époque de Bouteflika, parce que la corruption aussi avait un peu encouragé le fait que les gens s'attendaient eux-mêmes aussi à ce qu'ils aient leur part de richesse, parce qu'ils voyaient à côté que les gens s'enrichissaient, donc c'est tout le monde qui voulait sa part de gâteau. Aujourd'hui, avec la crise économique, avec ce climat de fermeture, ce climat de répression, forcément qu'à un moment donné, il y aura des gens, il peut y avoir des dérapages. Bon, Mila, je ne sais pas si ça peut être un indicateur assez sérieux, mais en tout cas, on l'a vu, à partir du moment où on procède à la fermeture, on empêche aux gens de parler, on empêche aux gens de s'organiser, à un moment ou un autre, ça peut survenir. Qui pouvait dire, par exemple, qui pouvait prédire que la Tunisie allait basculer suite à l'immolation de Bouazizi? Les processus révolutionnaires, justement, ils sont un peu lents, ils sont silencieux, mais on ne sait pas à quel moment une étincelle peut faire basculer les choses. Et je pense que ce climat de fermeture, d'ailleurs, justifie par certains aspects le fait que le pouvoir a encore peur
du retour d'un éventuel Hirak. Mais comme je l'ai dit, la fermeture peut conduire à des dérapages. À l'inévitable, ben justement ميلا تم إدانة كل من مسعد الهشيلي المدعو معاد عضو بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية ميلا ومعاد الكحل ب3 سنوات حبس نافذة مع الإيداع. وكلوها وليد l'administrateur justement de la page de Info Mila تم إدانته بعام حبس نافذ مع الإيداع. المصدر الصحفي عبد الوكيل بلام. Nous vous remercions monsieur d'avoir été avec nous, ce fut très enrichissant. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même heure, même endroit. Pour bien s'entendre et pour bien